remercie l'agence Atelius de son invitation. Alors, pour approcher de la notion de commun, je vais d'abord la distinguer de deux autres. De l'universel, de l'uniforme, pour approcher donc le commun. Parce que vous savez que c'est en tout cas le métier du philosophe, que d'essayer de nettoyer un peu les concepts, pour que le propos, le débat public soit plus précis. Et donc, acquiert cette précision par le fait, non pas seulement de définition, mais parce que les concepts, c'est de tirer au clair nos conceptions. Donc, penser le commun par distinction avec deux autres termes, celui d'universel, qui nous embarrasse un peu aujourd'hui, et celui d'uniforme, qui est celui de l'uniformisation, de la mondialisation que vous avez évoqué, qui est le fait de notre contemporain. Mais ces trois termes, universel, uniforme et commun, sont eux-mêmes ambigus. Et pour universel, parce qu'il y a en fait deux sens à universel. Un premier sens, je dirais un sens faible, de constat, autrement dit de généralité, au sens de « ça a toujours été ainsi ». On a toujours constaté que c'était ainsi. Donc, sens de généralité. Et puis un sens qui a été promu par la pensée européenne, d'abord par la pensée grecque, qui est le sens non pas de généralité, mais de nécessité. Donc, sous le point de vue du « il faut ». Non pas donc empirique, d'expérience, mais, comme on dit, a priori. C'est-à-dire, en amont même de l'expérience, ce sens de nécessité qu'il vient des mathématiques, qu'il vient de la logique, donc au sens non pas de « ça a toujours été ainsi », mais au sens de « cela ne peut pas être autrement ». Donc de nécessité. Tout ça vous paraît peut-être un peu distinction purement spéculative, mais ça pose une question essentielle. C'est que ce sens fort de l'universel, au sens de la nécessité, au sens de l'a priori, c'est-à-dire en amont de toute expérience, c'est celui donc qui vient des mathématiques, qui vient de la logique, mais qui a abouti à une science qui était la grande science développée par l'Europe à partir du XVIe siècle, qui était la physique classique, mécaniste, causaliste, dont un des premiers grands noms est Galilée, de Galilée à Descartes, à Newton aux lois universelles de la nature, qui est un savoir développé dans la seule Europe et qui a fait sa puissance. Au fond, le monde s'est changé parce que des mathématiques à la physique, de la physique à la technique, eh bien, ce savoir nouveau, cette nouvelle science physique, née donc à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, sous les noms de Galilée et de ses successeurs, eh bien, a changé la planète dans ses effets techniques. Donc, cet universel fort de la nécessité, de l'a priori, a changé le monde. Et la question qui s'est posée depuis, c'est est-ce que cet universel qui a triomphé des mathématiques à la physique, et ensuite dans leur déploiement technique, peut-il être reporté comme tel dans la morale, donc dans la conduite? Vous savez que c'est ce que fait Kant avec l'idée de principe d'impératif catégorique, donc d'un il faut qui commande a priori notre expérience. Mais vous savez aussi que c'est contre quoi s'est révolté le XIXe siècle, sous les noms de Nietzsche, de Kierkegaard et d'autres, revendiquant l'individu face à cette chape imposée à lui sous ce titre d'universel. Mais quand nous disons par exemple que les droits de l'homme sont universels, de quel des deux s'agit-il? Est-ce seulement du constat? Là, le constat serait vraiment en question. Est-ce de nécessité? Mais donc de quoi prôner ou imposer cette nécessité? Veut que le terme reste ambigu entre un universel de principe, donc de prescription, de nécessité, et un universel seulement de constat, au sens faible que j'évoquais. Donc, ambiguïté de ce terme. Si je prends le second terme pour le mettre en rapport, en vis-à-vis d'uniforme, on pourrait croire que l'uniforme est le déploiement ou l'accomplissement de l'universel.
En même temps, il faut voir que les deux ne relèvent pas du même principe. L'universel est un concept logique, l'uniforme est un concept, je dirais, économique, de production. C'est moins cher de produire sur la même forme, de façon standard, de façon stéréotypée. Mais surtout, ce qu'il fait de notre monde contemporain, c'est que dès lors que l'uniforme s'étend partout, du fait de la mondialisation, que nous voyons partout les mêmes choses, nous sommes tentés de prendre pour de l'universel ce qui n'est que de l'uniforme. C'est-à-dire, nous sommes tentés de créditer en raison ce qui n'est qu'une logique de la production. Je ne sais pas si cela vous paraît clair, mais disons qu'il y a ici une confusion qui hante un peu notre contemporain, c'est que, porté par l'idée d'universel qui a structuré la pensée classique, nous sommes tentés d'en voir l'accomplissement dans cette uniformisation technique, en fait, qui est due au marché, de l'uniformité, la standardisation de la production. Nous sommes tentés donc, dès lors que l'uniforme sature notre monde, que nous ne voyons plus que ça, de le créditer d'une nécessité de principe, alors qu'il n'est qu'une diffusion, disons, une diffusion de l'uniformité technique. Troisième terme, qui est celui qui donc, nous concerne plus directement sous le terme du notre identité, le commun. Le commun, alors j'ai dit l'universel, concept de la raison, l'uniforme, concept de la production, le commun, je dirais, c'est un concept qui est essentiellement politique. Parce que le commun signifie le partage. Le partage est, c'est bien ce que les Grecs, Aristote, désignent comme au départ du politique, c'est du partage, à plus petite échelle, celui de la maison, à plus grande échelle, celui de la cité. Donc du partage. Et ce partage, au fond, nous l'avons, il est entre le naturel et le politique. Il y a un partage dans lequel nous naissons, nation par exemple, naître, nation. Donc il est donné, famille, nation. Puis un partage que nous choisissons, d'engagement, partage proprement politique, quand engagement d'un parti ou dans, disons, un choix de communauté. Mais justement, la notion de commun, elle aussi, est ambiguë. Parce que le commun donc, désigne un partage ou l'horizon d'un partage. Ceux avec qui je partage et j'ai en commun quelque chose. Mais cet horizon d'inclusion, du partage, peut se retourner en frontière d'exclusion de ceux qui ne participent pas à ce partage. Et c'est comme ça que le commun peut devenir le communautarisme. Donc, d'horizon de partage, se retourner en frontière d'exclusion. Donc, d'inclusif, devenir exclusif. Bon, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le phénomène du communautarisme. Donc, oui, ces trois termes sont ambigus, il faut essayer donc de les distinguer, mais je crois qu'ils prennent une équité plus grande aujourd'hui, et d'abord celui universel par lequel j'ai commencé, puisque, au fond, l'expérience de notre époque, en termes de culture, c'est que nous découvrons, alors nous, je dirais le nous européen, pour désigner ce premier horizon, nous découvrons à la rencontre des autres cultures que l'universel n'est pas universel. Que même le contraire de l'universel, il est singulier. L'universel a été une idée forte, développée par la pensée européenne, déployée par la philosophie, des Grecs à travers la science, mais nous découvrons, en rencontrant les autres cultures, maintenant que nous sortons d'Europe, eh bien que cet idéal universel est tout sauf universel. Il se découvre singulier. Singulier, donc le contraire de l'universel. Première question. Et puis d'autre part, quand nous considérons cette notion universelle en sortant du périmètre même de la philosophie, ou du rapport entre science et philosophie, et nous le considérons au sein même de l'Europe, à plus large échelle, nous nous rendons compte que, au fond, cette idée universelle qui a porté l'idéalité européenne pendant plusieurs siècles, en fait, est une idée assez composite, pour ne pas dire chaotique, en tout cas hétéroclite.
si j'évoque cela à large échelle, on voit qu'au fond, cette exigence universelle qui a porté la culture européenne est bâtie de plans très divers et dont on peut se demander quel est le rapport entre eux. Si je les évoque très vite, le premier plan, c'est le plan grec du concept. Le fait que, au début de la philosophie, les premiers philosophes ont voulu dire ce qui était le tout du monde, mettre la main sur le tout. Geste évidemment très ambitieux, n'est-ce pas? Ce tout des choses, était-ce l'eau, était-ce l'air? Bien. Mettre la main sur ce tout, ce holon. Et puis, devant la dispute philosophique que cela a suscité, devant donc la difficulté de mettre la main sur le tout, ce qui a été ce premier grand tournant de la philosophie, qu'on attribue traditionnellement à Socrate, non plus penser le tout, mais selon le tout. Selon le tout, autrement dit conceptuellement, selon le tout, en grec, kat olou, comme on entend catholique, n'est-ce pas? Selon le tout. Donc non plus le tout des choses, mais selon le tout, c'est-à-dire conceptuellement. Ce qui a été le grand geste de la philosophie grecque, grand geste fondateur, chez Socrate et dans la tradition qui a suivi de la philosophie. Ça, c'est un universel logique, universel du concept. Mais il y a une autre expérience universelle qu'on a tendance à ranger à l'ombre de la première, mais qui est en fait différente dans son principe, qui est l'universel romain, l'universel du droit, l'universel de la citoyenneté, de la civitas universa. Là encore, invoquant une nécessité, celle du droit, mais dans une dimension tout autre, qui est celle d'un déploiement territorial qui se fait à partir de Rome. Et le fait que Rome est cette chose étrange, parce qu'à la fois Rome, c'est un immense territoire, c'est à l'intérieur du Limès, tout cet espace romain, et en même temps sans aucune notion d'État. Il y a une ville, Rome. Il y a donc une citoyenneté romaine, locale. Et donc il a fallu, et c'est l'histoire qui a conduit, cette citoyenneté romaine, donc d'abord de la ville de Rome, s'est trouvée attribuée, soit personnellement, soit collectivement, à des municipes italiens, puis de façon plus large à des provinces, et finalement l'édit de 212 de Caracalla qu'il a donné à tous les citoyens de l'Empire. Donc il y a quelque chose là qui est à réfléchir aujourd'hui, parce que au fond, Rome était la première expérience de mondialisation. Alors ce n'était pas le monde planétaire, mais c'était déjà un monde, un grand monde, c'était le monde à l'intérieur du limès romain. Et dans cette expérience romaine, comme il n'y a pas de structure d'État, il y a donc cette dualité entre une citoyenneté locale et une citoyenneté romaine, c'est-à-dire maxima, universa, qui est donc cette citoyenneté universelle que vous entendez encore dans les formules catholiques, l'adresse urbi et orbi, urbs et orbis, la ville et le monde, urbs, urbi et orbi. Donc vous voyez, superposition des deux, du local et du global, et je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans la même, disons, tension. Donc c'est un autre universel que l'universel du concept de la philosophie, universel du droit, de la citoyenneté. Et je dirais, troisième couche, pour aller très vite, d'universel, qui n'est pas directement en rapport avec les deux précédentes, c'est l'universel chrétien, l'universel du salut, l'universel de l'évangile, renversant la loi par l'amour, et qui est cette idée d'universel, là aussi de nécessité, puisque c'est cet universel du plan de Dieu, depuis le premier homme jusqu'au dernier, donc conçu dans cette providence, et qui est celui du salut. C'est l'universel de Paul, n'est-ce pas? Puisque le christianisme est cette chose étrange, comme phénomène ou expérience religieuse, qui est que le Christ parlait en langue, en araméen, mais que le message du Christ a été transmis en grec. Donc, non pas dans la langue de celui qui l'a initié, ou qui l'a, disons, apporté, mais dans une autre langue qui n'est pas n'importe quelle langue, qui était la langue justement de la philosophie.
Et cet universel, donc porté par Paul, on se souvient de la grande phrase de Paul, ni grec ni juif, ni homme ni femme, ni maître ni esclave, donc retirer toutes les différences et faire apparaître un même statut d'universel de tout homme, une fois donc que sont neutralisées toutes les différences. Vous voyez, c'est un universel d'un tout autre type, un autre type que celui du droit ou de celui du concept, cet universel du salut. J'évoque ça parce qu'au fond, il y a un malaise aujourd'hui en Europe à l'égard de la pensée universelle. J'étais amené à en parler récemment dans différents milieux, notamment Amnesty International, ont été adossés à l'idée universelle, à cette idéalité-là, celle des Lumières, celle qui porte l'Europe, et en même temps avec une inquiétude sur la légitimité aujourd'hui de cet universel, puisque rencontrant les autres cultures, nous nous rendons compte que c'est une exigence ou une idéalité portée par l'Europe, mais qui n'est pas universelle, je l'ai dit précédemment. Donc la question devient celle-ci, c'est que l'universel a été porté en Europe comme une exigence, avec, trouvant dans le christianisme une figure d'incarnation, la figure du Christ, totalement homme, totalement Dieu, singulier comme un homme, mais portant l'universel du projet divin. Et puis après, avec cet avatar, si j'ose dire, le grand homme chez Hegel, Napoléon d'abord, la Prusse ensuite, Napoléon, l'esprit universel à cheval. Donc voilà, l'universel incarné dans un individu. Puis chez Marx, le prolétariat, portant l'universel de l'humanité. Et ensuite, l'aviation universelle, ou les valeurs universelles portées par l'Europe. Et au fond, nous vivons aujourd'hui la fin de cette époque-là, la fin de cette illusion-là, illusion d'un universel porté par une singularité historique qui a été jusqu'à présent l'Europe, mais qui n'est plus aujourd'hui. Alors la question, je crois, qui se pose est celle de que faire de cet universel, qui devient embarrassant parce que problématique. Parce que nous ne sommes plus dans la naïveté précédente de croire qu'une culture, la nôtre bien sûr, portait cet universel historique. Embarras donc qui est le nôtre et qui nous pose la question de savoir si cet universel, il faut abandonner, y renoncer, ou s'il faut le reconfigurer, le repenser à nouveau frais. Alors, pour aller vite, je vais dire quelle est ma position pour essayer de cliver cette notion d'universel entre un universel qui me paraît périmé, celui de l'universalisme, et puis un universel que je défendrai à l'encontre de l'universalisme. L'universel qui me paraît périmé, celui par exemple des valeurs universelles, c'est ce universalisme quand on croit qu'on a tout, qu'on a mis la main sur le tout, n'est-ce pas ? Parce que quand on croit qu'on a tout, qu'on a mis la main sur le tout, on ne se doute pas de ce qui manque à ce tout. Prenez par exemple le suffrage universel, qui pendant un siècle ou deux, sont les femmes, n'est-ce pas ? Donc l'universel conduit à cette illusion qu'on a enfin acquis le tout, qu'on a mis la main dessus, sans penser, sans songer, n'est-ce pas, à ce qui fait défaut à ce tout. Moi, j'en ai vu une représentation que je trouve forte en peinture, c'est le grand rétable des frères Van Eyck dans la ville de Gand. Grand rétable composé de différentes parties, avec en haut Dieu, dont on ne distingue pas si c'est le Père ou le Fils, parce qu'il a les attributs des deux, et puis d'un côté la Vierge, de l'autre Jean, et puis à l'extrémité, toujours en haut, Adam et Ève, non pas Adam et Ève penauds d'avoir péché, mais portant le destin de l'humanité, et puis en dessous, les foules du monde entier qui viennent converger vers l'autel de l'agneau mystique. Et en arrière-plan, une ville dont on ne sait pas si c'est Gand ou si c'est Jérusalem, bref, là aussi, un peu de confusion, mais il y a donc cette convergence de toutes les foules du monde entier
commentaire d'une phrase de l'Apocalypse, avec un extrême raffinement d'ailleurs pour peindre la singularité des vêtements, des chapeaux. Il y a même, paraît-il, un chapeau chinois dans la masse des gens qui ainsi viennent se retrouver. Voilà, ça c'est l'universel qui me paraît mort, celui de totalisation, celui de l'universalisme. Est-ce que pour autant l'universel est périmé? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut penser à un universel, justement, qui rouvre les totalités closes, qui rouvre, qui défasse le geste de totalisation, donc qui fasse réapparaître du manque au sein des totalités acquises. L'universel, en quelque sorte, rebelle, allant à contre-courant du geste trop facile de totalisation pour rouvrir du manque dans les totalités acquises. Et donc faire quoi? Eh bien, en faisant réapparaître ce manque, eh bien, incitant à reporter plus loin l'horizon, à chercher à déployer au-delà le partage engagé. Je tiens à cet universel parce que, en tant qu'universel, donc, qui n'est jamais satisfait, qui donc conduit à porter plus loin l'horizon, si je le dis en termes plus philosophiques, c'est l'universel de l'idée régulatrice chez Kant, idée de la raison, qui n'est jamais satisfaite comme telle, mais qui ne cesse de maintenir la pensée au travail, l'esprit, n'est-ce pas, dans son exploration. Cet universel me paraît donc, cet universel non pas satisfait, mais en quête, n'est-ce pas, en déploiement continu, jamais abouti, ne parvenant jamais à une totalité définitive. Cet universel donc qui rouvre du manque au sein des totalités acquises me paraît important aujourd'hui pour justement le brancher sur le commun. Je dis que le commun est ambigu. Le commun désigne le partage, l'horizon du partage, mais cet horizon du partage, d'inclusion, peut se retourner en frontière d'exclusion. Qu'est-ce qui pourrait maintenir le commun ouvert dans son horizon de partage et qui ne se retourne pas en frontière d'exclusion? C'est justement l'idéal de l'universel, jamais satisfait, toujours au travail, qui ne cesse de nous porter à déployer plus loin l'horizon de ce partage. Je ne sais pas si cela est clair, mais je tiens à le dire parce que cette question universelle aujourd'hui me paraît essentielle. Elle est, je crois, sous-entendue dans le nôtre de notre identité et, je crois, doit donner lieu à un choix, qui est un choix philosophique, qui devient un choix politique, qui est de distinguer entre un universel, que j'ai dit périmé, de l'universalisme, donc de la totalisation acquise, satisfaite, et puis un universel, disons, maintenant en quête d'un jamais satisfait, donc en quête de recherche, qui me paraît, disons, essentiel comme idéal, gardant le commun ouvert. Une fois que ces distinctions sont faites, cela me conduit à approcher d'un peu plus près la question de l'hypothétique identité culturelle. Je voulais cet arrière-plan parce que sinon, ce qui sera mon cheminement et progressivement ma façon de choisir philosophiquement et poétiquement une position ne s'entendrait pas. Alors là encore, je vais faire une distinction conceptuelle. Je vous prie d'excuser ce travail un peu laborieux de la philosophie, mais bon, vous savez qu'il y a deux sortes de philosophes. Les philosophes d'opinion qui disent ce qu'ils pensent, ça c'est le marché médiatique, et puis d'autres plus discrets qui essaient d'élaborer conceptuellement pour justifier ce qui deviendra ultérieurement une position. Je suis plutôt de la seconde catégorie des philosophes d'élaboration, donc ce qui implique un peu de patience que je sollicite de votre part. Donc, je suis conduit à faire une distinction pour penser cette question qui me paraît essentielle aujourd'hui, qui est là en tout cas dans le débat public. Est-ce qu'il y a une identité culturelle possible? Ou de quelle identité peut-il s'agir? Est-ce seulement d'une identité singulière du sujet? Ou est-ce qu'il y aurait une identité collective culturelle? La distinction que je devrais faire, c'est celle de savoir si on parle du divers des cultures en termes de différence ou
comme je proposerai, en termes d'écart. Alors je sais qu'écart en allemand pose un petit problème de traduction, mais c'est la ressource des langues que de pouvoir jouer entre les langues, et donc que les langues se réfléchissent dans leurs écarts, justement. Oui, parce que si nous pensons qu'il y a une identité culturelle, c'est donc que nous pensons qu'elle se distingue par différence d'autres cultures. Donc, il y a une chose qui est assurée, c'est qu'il y a du divers culturel. Mais ce divers culturel, faut-il l'aborder en termes de différence? Ou, comme je proposerai, en termes d'écart. La question sera donc, quelle différence entre écart et différence? Qu'est-ce qu'une différence? Une différence, là les Grecs aussi ont bien fait le travail, une différence sert à définir. Définir quoi? Une identité. Au fond, écart et différence, tous les deux indiquent une séparation, mais la différence en termes de distinction et l'écart en termes de distance. Et la différence a donc comme vocation de définir une identité. De différence en différence, comme dit Aristote, jusqu'à l'essence de la chose. La question, c'est donc, est-ce qu'il y a des identités culturelles qu'on peut atteindre par différence? Alors, le concept de différence a sa légitimité dans le domaine de la connaissance, en linguistique, notamment, c'est là qu'il a trouvé sa pleine vigueur. Mais la différence, parce qu'elle aboutit à définir une identité spécifique, qu'elle aboutit à une définition, le propre de la différence, c'est qu'elle range. Elle range, par définition, jusqu'à l'identité de la définition. Elle range. C'est pour ça qu'elle est le grand outil des classements, des typologies. Le second trait de la différence, donc d'une part elle range, d'autre part, quand vous distinguez par différence, si je veux définir A et que je définis A par différence avec B, une fois que cette distinction est faite, je laisse tomber B, je garde A. Donc la différence, elle range, et aussi elle laisse tomber l'autre. Elle laisse tomber l'autre, n'est-ce pas? Une fois que la différence est faite, l'autre ne compte plus. Je garde la définition identitaire de ce que j'ai voulu définir. Donc, elle range et elle laisse tomber l'autre. Vous voyez pourquoi, si je veux parler du divers des cultures en termes de différence, ça devient coûteux. Parce que d'une part, j'aurais rangé les cultures dans des définitions, dans des boîtes. Et puis, chaque culture laisse l'autre de côté. Laisse l'autre de côté parce que, sorte de ses caractéristiques culturelles, de sa définition identitaire, l'autre, n'est-ce pas, disparaît. Vous savez, c'est ce qu'a fait le grand livre célèbre et mauvais de Huntington sur le clash des civilisations. Parce que Huntington, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il range les cultures par différence, l'arabe, la chinoise, l'européenne, chacune avec des traits distinctifs, chacune selon donc son identité, et cela ne peut aboutir qu'au clash, n'est-ce pas? Au fameux choc des cultures. C'est pourquoi je crois que parler de culture en termes de différence d'identité, eh bien, aboutit à l'échec, ou pire, n'est-ce pas, au clash. Et qu'il faut donc, là encore, opérer un déplacement conceptuel pour essayer de saisir ce divers des cultures sans qu'il conduise à, disons, ce clash des cultures. Et c'est pourquoi je proposerai, à la place de différence, écart. Il s'agit chaque fois d'une séparation, la différence en tant que distinction, l'écart en tant que distance. Mais qu'est-ce à dire? L'écart ouvre une distance. Bon, on le dit communément en français, faire un écart de langue, faire un écart de conduite. Faire un écart, c'est quoi? C'est sortir de l'attendu, sortir de la norme, sortir du convenu, faire un écart. Donc, écart n'est pas une figure de rangement, mais une figure de dérangement. L'écart est exploratoire. Jusqu'où va l'écart, dit-on? Jusqu'où va l'écart? Donc l'écart est exploratoire. Il est heuristique. Il ne range pas, il dérange.
D'autre part, j'ai dit que la différence, en opérant sa distinction, laisse tomber l'autre une fois qu'elle a obtenu sa définition, alors que l'écart garde l'autre en regard. Dans un écart, l'autre reste en regard, en vis-à-vis. Donc c'est ça qui me paraît précieux à penser de l'écart pour penser le divers des cultures, c'est que l'écart est exploratoire, ne range pas mais dérange, et que l'écart garde l'autre en regard. Ou en égard, n'est-ce pas? J'aime bien ce terme français, égard, regard, c'est le même terme allemand, en fait, au départ, n'est-ce pas? Donc, l'autre reste là, n'est-ce pas? Et c'est par rapport à lui que s'ouvre quoi? Parce qu'il appellerait de l'antre. De l'antre. L'écart s'ouvre, et dans cet écart ouvert, de l'antre apparaît. Et c'est dans l'antre ouvert par écart que je vois la promotion d'un commun. Qu'est-ce que l'antre? Qu'est-ce que cet antre ouvert par écart? Alors, nous avons une difficulté à penser l'antre parce que nous pensons, nous, c'est-à-dire nous les Grecs et ceux qui sommes venus après, nous les Européens, nous pensons en termes d'être. En termes d'être. Or, l'antre n'est pas de l'être. L'antre n'est pas de l'être, et c'est vrai que les Grecs n'ont pas su penser l'antre. Les Grecs, parce qu'ils pensaient l'être, n'ont pas pensé l'antre. En grec, n'est-ce pas, métaxu, c'est l'entre-deux, c'est l'intermédiaire, c'est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux, alors les héros par exemple, ou telle faculté de l'esprit entre deux autres. Donc cet entre-deux, cet intermédiaire, ce n'est pas ça la vocation de l'antre. L'antre, ouvert par écart, parce que l'autre est maintenu en regard, est un antre tensionnel, en tension. D'autre part, l'antre, je dirais, c'est par où ça passe, n'est-ce pas? Par où ça passe, parce que l'antre, justement, n'a pas d'être, il n'a pas de propriété, il n'a pas d'en soi, il n'a pas d'essence, donc c'est par où ça passe. Alors c'est là qu'il faut donner son sens fort au terme commun, quand on dit interculturel, intersubjectif, ce inter, n'est-ce pas? C'est pas seulement un préfixe comme ça, non, c'est là que ça se passe, c'est dans l'antre que ça se passe. Donc je crois qu'il faut apprendre à penser l'antre. Je dois vous dire que je suis helléniste, mais sinologue, et c'est vrai que la pensée chinoise m'a aidé à penser cet antre du par où ça passe. Puisque la pensée chinoise n'a pas pensé en termes d'être, elle a cessé de penser l'antre. L'antre, pour dire le monde, je dis entre le ciel et la terre. Où on dit entre il y a et il n'y a pas, n'est-ce pas? Donc tout, au fond, l'antre, c'est là où ça se passe, n'est-ce pas? Et c'est là notamment, dans la pensée chinoise, que le Tao, n'est-ce pas, la voie passe. Donc, je vois qu'il y a il est important de penser l'antre comme cet antre déployé par écart, cet antre tensionnel, parce que l'autre est un regard, et que le fait que c'est dans cet antre ouvert par écart, par où ça passe, que peut se promouvoir du commun. Alors, le commun, là, il faut que je le distingue. Là encore, d'un commun, je distingue un commun faible et un commun fort. Le commun faible, c'est le commun d'assimilation. C'est le commun du semblable. C'est le commun du pareil. À quoi j'opposerai un commun fort, qui est un commun intense. J'avais cité une phrase de Braque à ce sujet. Braque, un peintre, mais vous savez que les artistes pensent souvent avant les philosophes. Nous, philosophes, nous avons renoncé à cette illusion qui nous plaisait, sur laquelle nous pensions. Mais en fait, les poètes, les artistes viennent avant nous. Comme dit Hegel, la chouette de Minerve se lève tard, n'est-ce pas, le soir. On vient après. On vient penser après ceux qui, avec le pinceau ou d'autres outils, ont commencé à s'aventurer dans la pensée. Donc chez Braque, quand il dit « le semblable est faux, le commun est vrai », voilà, le semblable est faux. C'est-à-dire tout ce qui est l'assimilation, c'est du semblant. Le semblable, c'est du semblant. Le commun est vrai. Ou il dit encore « Trouillebert ressemble à Corot, mais ils n'ont rien de commun ». Effectivement, si vous allez au Louvre, vous voyez un Corot et un Trouillebert, ça se ressemble. Ça se ressemble, mais ils n'ont rien de commun. Donc voilà, il faut dénoncer ce commun du semblable, commun pauvre,
faut lui préférer un commun qui soit non pas pauvre, mais intense, ce commun promu au travers de l'antre tensionnel, maintenant l'autre en regard. Donc je crois qu'il faut penser au sens fort ce intersubjectif, interpersonnel, interdisciplinaire, bref, pour penser que c'est dans l'antre ouvert par écart, que peut se déployer un commun intensif. Pour l'illustrer simplement, prenons une famille entre parents et enfants. Ce n'est pas la différence d'âge qui compte, c'est l'écart d'âge. La différence d'âge range les parents dans leur vieillesse et les enfants dans leur jeunesse. C'est rangé. Non, s'il dit qu'il y a un écart d'âge entre eux, c'est que je maintiens la tension entre les deux, entre jeunesse et vieillesse, et donc j'ouvre de l'antre qui sera l'antre justement du commun au travers lequel peut se déployer la famille. Et le fait qu'effectivement, dans le commun de la famille, il y a du partage qui est riche parce qu'il y a de l'écart. C'est parce qu'il y a de l'écart entre parents et enfants qu'il y a un commun intense de la famille. Si je prends ça d'abord à l'échelle du couple, n'est-ce pas, c'est pas la différence qui, dans le couple, fait couple ou fait le commun du couple. D'autant plus qu'aujourd'hui, la différence sexuelle, on ne sait plus trop ce que c'est. Mais même dans un couple qui serait homosexuel, il faut de l'écart. L'écart devient le désir. L'écart qui, justement, sépare et met en tension. Parce que garde l'autre en regard et fait apparaître de l'antre où puisse passer, se promouvoir le commun. C'est pour ça que j'ai dit, c'est au fond, c'est dans l'antre ouvert par écart que peut se promouvoir un commun intensif. Alors ça me conduit, pas à pas, c'est vrai, vers cette pensée du nous, de l'identité, que je voudrais préciser, et d'abord préciser en disant ce que je substitue à l'identité culturelle, qui sera la notion de ressources culturelles. Donc, à la place de la différence, l'écart, à la place de l'identité, je l'appellerai fécondité ou ressources. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce concept de ressources, ce dont je voudrais faire un concept, la ressource, pour essayer d'en faire apparaître les différents emplois possibles. Et d'abord, si on parle de l'identité au singulier, les ressources s'entendent volontiers au pluriel, même un pluriel indéfini, des ressources. Qu'est-ce que des ressources ? Les ressources s'explorent, les ressources s'exploitent. Vous voyez, quand je dis s'explore, je rappelle cette dimension exploratoire de l'écart. Les ressources s'explorent, s'exploitent, et en s'exploitant, elles s'explorent encore. Les ressources n'appartiennent pas. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on puisse dire ma culture. Ma culture comme étant ma possession. On sait bien que c'est souvent les étrangers qui sont, non pas les natifs, qui sont le plus sensibles aux ressources culturelles. Les plus sensibles à l'emploi du subjonctif sont beaucoup plus les étrangers que tant de Français natifs. Donc je crois que c'est d'abord cette notion de ressources, c'est là qu'elle dit, les ressources sont à qui les explore, à qui les exploite. Les ressources sont à disposition, elles sont disponibles, elles n'appartiennent pas. Les ressources à qui en dispose, les explore, les exploite. Alors le choix, c'est qu'on peut explorer des ressources ou les laisser de côté, les laisser tomber. Ressources me paraît précieux parce que ressources se distingue de trois autres termes. D'abord, ressource n'est pas valeur. Les valeurs ont leur légitimité dans un domaine qui est celui de la morale. Valeur morale, quand la notion de bien se fracture et que, à la place du bien jugé sur son socle,
ontothéologique en termes d'être et de Dieu, il y a les valeurs, la diversité des valeurs, bref, la pensée de Nietzsche. Et les valeurs, parce qu'elles sont justement du domaine de la morale, les valeurs se combattent, même elles s'excluent. Et donc elles se prêchent, elles se prônent. C'est pas ? Ce qui n'est pas le cas des ressources. Les ressources ne se prônent pas, ne se prêchent pas. Elles s'explorent ou pas, s'exploitent ou pas. C'est pas ? Les ressources ne s'excluent pas. Moi, ma propre expérience, j'ai passé 30 ans de ma vie à étudier la langue et la pensée chinoise. Les ressources s'ajoutent, donc j'ai ajouté ces ressources aux ressources, disons, dans lesquelles j'ai d'abord commencé à m'éduquer, européennes, mais je ne me suis pas converti, je ne me suis pas sinisé. Non, les ressources s'ajoutent, se déploient, elles ne se concurrencent pas, les ressources. Elles ne se prônent pas, pas besoin de les prêcher. On les exploite ou pas. Donc les ressources ne sont pas des valeurs. Elles ne sont pas non plus des richesses. Elles ne sont pas seulement des richesses. Parce que les richesses sont des biens qu'on transmet. Alors c'est vrai que le problème de transmission est important aujourd'hui, mais les richesses sont finies, n'est-ce pas ? C'est comme des biens qu'on passe d'une génération à la suivante. Mais les richesses sont toujours un peu mortes, n'est-ce pas ? Alors que ressources fait entendre le virtuel, fait entendre le potentiel, fait entendre ce qui est activé, n'est-ce pas ? Et ce que nous avons à faire avec nos enfants, ce n'est pas de leur transmettre des richesses, mais justement leur confier des ressources qu'ils auront eux aussi à déployer, activer, explorer, exploiter. Et les ressources qui sont à exploiter sont infinies, alors que les richesses, elles sont finies, elles sont limitées comme des biens. Et enfin, ressource n'est pas racine, n'est pas valeur, n'est pas richesse, n'est pas racine. Racine, oui, les racines. L'idée qu'il y aurait un début premier, qu'il y aurait quelque chose où nous pourrions comme ça avoir une ascendance fixe et déterminée. Je l'évoquais à propos, par écrit, à propos des racines chrétiennes, mais je me pose la même question des racines alsaciennes. Est-ce que ça a un sens d'avoir des racines alsaciennes ? Parce que si je remonte, je ne sais pas jusqu'où je vais remonter. De même que pour le christianisme, n'est-ce pas, racine chrétienne de la France, oui, mais alors est-ce que c'est Clovis, le baptême ? Mais alors qu'est-ce qu'on fait des Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, n'est-ce pas ? Donc les racines renvoient à une sorte de mythe de l'originaire, de mythe de l'unitaire, de mythe du grand commencement. Bon, et dès qu'on explore un peu ce qu'il en est en amont, il n'y a pas cet unitaire, cet originaire, tout cela est fictif ou mythique, n'est-ce pas ? Donc je crois qu'il y a à distinguer les trois. Ressource n'est pas valeur, n'est pas richesse, n'est pas racine. En même temps, nous disons une culture. Une culture. Non pas ma culture, mais nous naissons dans une culture ou entre deux cultures, comme à Strasbourg, mais disons, la culture est donc aussi locale. Vous voyez, j'ai commencé par l'universel, puis il faut mettre en relation l'universel, en tant qu'idéalité, qu'exigence, avec le culturel qui est d'abord local, ou je dirais focal, foyer. La culture est toujours un foyer, c'est à un moment donné quelque part. Nietzsche en a bien parlé en termes de milieu, n'est-ce pas ? C'est la Vienne de la fin du XIXe siècle, c'est la Florence à telle époque, c'est Nankin au IIIe siècle, bref. La culture est dans cette localité, je dirais focalité-là, focale, n'est-ce pas ? Focale, du foyer. C'est là qu'il y a un moment, quelque part, où c'est intense, n'est-ce pas ? Comme l'Athènes du Ve siècle avant notre ère. Donc, bien, il faut reconnaître ce focal de la culture, ce singulier culturel, singulier d'une langue. Et le culturel, je crois d'abord, est dans la langue qu'on exploite, ce qui signifie donc, donne un sens nouveau à défendre une culture. Défendre, si on entend la culture en termes de ressources, non pas donc de valeurs, de richesses, de racines, etc., non pas à partir de différences, mais si on pense le divan des cultures en termes d'écart
faisant apparaître de l'antre où on peut promouvoir un commun dont je dirai ensuite de quelle nature il est. Eh bien, défendre signifie non pas défendre sur mode peureux, défensif, mais défendre signifie activer les ressources. Et je crois que c'est à cela que nous sommes appelés. Le débat que je vois aujourd'hui, que ce soit en Alsace ou en France ou en Europe, n'est pas de savoir quelle serait l'identité culturelle ou de l'Alsace ou de la France ou de l'Europe, mais savoir quelles sont les ressources culturelles qui en Alsace, qui en France, qui en Europe peuvent s'explorer, s'exploiter, s'activer, se défendre au sens actif. Je prends un exemple de cela parce que j'ai été amené il y a... je n'oublie pas que votre souci, c'est le territoire. Et qu'il s'agit donc, le philosophe, c'est quelqu'un qui... c'est comme un avion, n'est-ce pas? On décolle dans une sorte d'abstraction un peu dans les nuages, puis après il faut réatterrir quelque part, si possible un tout petit peu plus loin. Donc j'ai bien pensé au territoire et à l'atterrissage que vous me demandez. Donc j'ai une expérience toute fraîche que je voudrais évoquer avec vous. Alors ce n'est pas l'Alsace, c'est la Catalogne. Puisque mon petit livre, il n'y a pas d'identité culturelle, était traduit en castillan. Et j'ai dû donc aller à Madrid, c'était il y a 2 mois, la parution de ce petit texte. Et évidemment, je me suis trouvé saisi dans quelque chose que je n'attendais pas, qui était l'affaire catalane. Et j'ai dû donc rencontrer beaucoup de journalistes ou hommes politiques qui, avec cette idée en tête, quelle était l'identité catalane et comment la défendre. Identité catalane, identité méditerranéenne. Et tout mon souci est de dire, mais justement, si vous pensez ça en termes d'identité, vous allez dans le mur. Parce qu'identité catalane opposée à identité espagnole, castillane, etc., c'est le clash. Mais si vous déplacez un peu votre outillage conceptuel, si vous le reconfigurez, vous le modifiez, si vous pensez en termes de, non pas d'identité, mais de fécondité ou de ressources, alors oui, la question se pose. Qu'est-ce qu'il y a de ressources catalanes aujourd'hui à explorer, exploiter, à défendre, la langue catalane, bien sûr, etc., ou non pas identité méditerranéenne, mais ressources, effectivement, de cette localité-là, de cette focalité-là que dessine effectivement la Méditerranée. Donc je vois que ce problème se pose à différents endroits. Je pense que la Corse n'y échappe pas. Sur l'Alsace, je ne me prononcerai pas. Mais il me semble qu'il y a néanmoins à concevoir aujourd'hui ce qui est notre chance. Qui est que ce nous de notre identité, il est à échelle multiple. J'ai dit que le commun, c'est le partage. Eh bien, ce partage, nous avons des échelles de partage. N'est-ce pas? Il y a un partage le plus étroit, c'est celui de la famille, du couple, de la famille, et puis de la ville, de la région, du pays, de l'Europe. Voilà. Et puis, ce partage, nous le déployons même au-delà, n'est-ce pas? Du vivant. Nous sommes beaucoup plus soucieux aujourd'hui du vivant au-delà même de l'humain, n'est-ce pas, qui est le souci écologique. Donc je crois qu'au fond, c'est, par rapport à la question du territoire, c'est que nous sommes, plus qu'à toute époque précédente, du fait de cet élargissement des horizons qui sont le nôtre aujourd'hui, c'est que nous avons ce développement à échelle successive, comme cela, de plans de partage différents, n'est-ce pas? Et nous pouvons évoluer à travers cela. Et je pense que c'est ainsi que pourrait se concevoir le sujet. Alors si je prends la formule « qu'en est-il de leur identité ?», vous avez bien compris que je ne parlerai pas d'identité culturelle, mais d'identité du sujet. Sujet, non pas individu. L'individu ne m'intéresse pas, n'est-ce pas? L'individu de l'individualisme. Non, le sujet, je l'entends en tant que sujet d'initiative. Être sujet, c'est avoir une initiative. Est-ce vraiment la liberté? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une initiative du sujet. Pour moi, être sujet, c'est être sujet de initium, en latin, d'un commencement. Pouvoir être au départ de quelque chose. C'est ça qui fait le sujet. Être à un point de commencement des choses, comme je suis au point de commencement de ma phrase. Être sujet. Engagé. Un commencement. Mais je dirais que
mon initiative culturelle, initiative du sujet, se déploie. Se déploie donc d'une échelle plus réduite, du focal que j'évoquais, à des échelles ultérieures, plus grandes, plus vastes, et que nous pouvons donc évoluer dans cette pluralité d'horizons, de participation, de partage. Identité, est-ce que ce sera seulement l'identité du sujet ? Je propose une dernière distinction entre identité, parce que l'identité que j'ai comme sujet, elle me vient en fait des autres. N'est-ce pas ? Ma carte d'identité, on me la donne, n'est-ce pas ? Et l'identité du sujet, ce qui reste le sous-jacent de moi, de ma naissance à ma mort, au fond, ça me vient des autres. Quand je suis né, j'en sais rien. Enfin, on m'a dit que c'était un jour, mais je n'ai pas de mémoire. Et la mort aussi, elle nous échappe dans sa fin. Donc je pense que l'identité est en fait projetée par les autres sur nous, légitimement, parce qu'on est citoyens. Mais qu'au fond, ce qui nous constitue effectivement sujet, dans son principe même, c'est non pas l'idem, de l'étant le même, mais ipse, comme on dit en latin, ipse, un moi-même, singulier comme il est. Vous savez, cette notion d'ipséité, qui a sa tradition en philosophie, chez Lévinas, chez Ricoeur, me paraît essentiel. Penser l'ipse, le soi-même, singulier, et non pas l'idem. Non pas donc l'étant le même, qui est en fait très largement une projection des autres sur moi, que l'ipse, c'est-à-dire ce que je me reconnais être moi-même dans mon initiative singulière de sujet. Alors, ipse, non pas ego, n'est-ce pas ? Non pas l'ego de l'égoïsme, mais l'ipse de ce qui est au fond le principe de moi-même qui se constitue dans mon histoire et qui, disons, que je ne sais justement de défendre contre les identités que les autres projettent sur moi. Vous voyez, si je prends ça sur une scène littéraire, prenez les Confessions de Rousseau, au fond, est-ce que sont toutes confessions ? C'est cesser de revendiquer son ipséité contre les identités qu'on projette sur vous. L'identité qu'on projettera sur moi, c'est d'être français, d'être philosophe, d'être tout ça. Mais non, mon ipsé, mon moi-même singulier, c'est pas ça. Et nous cessons de clamer notre ipséité singulière contre toutes les identités qui se projettent sur nous, de façon légitime, parce que c'est le social. Mais disons que ce qui fait le propre du sujet dans son initiative singulière, c'est de défendre cette singularité de l'ipsé. Donc je dirais au fond, c'est peut-être ça la chance de notre époque. C'est ce déploiement d'échelles diverses et le fait que le sujet devient un sujet, on dit souvent sujet agile, je dirais sujet alerte. J'aime ça un alerte par opposition à inerte. Enfin, alerte. J'aime bien la dire d'origine italienne, alerta, sur la hauteur. Sujet qui guette, n'est-ce pas ? Position comme ça de veille attentive à ce qui arrive. Sujet alerte, non pas inerte, sujet donc alerte parce qu'il peut justement évoluer entre ces différentes échelles, du vocal jusqu'au mondial, dans ces différents nous, n'est-ce pas, à dimensions multiples. Et au travers de ce qui est la richesse du dialogue. Alors dialogue, je sais que c'est un terme qui nous tombe un peu des mains, dialogue des cultures. C'est un terme suspect, dialogue des cultures. Suspect d'abord pour une raison simple, c'est que ça fait très peu de temps qu'on parle de dialoguer entre les cultures. Tant que l'Europe était dominante, tant qu'elle avait la puissance, elle ne dialoguait pas. Je veux dire que les générations avant la nôtre ne savaient pas ce qu'était le dialogue des cultures. Maintenant, nous voyons au musée du Quai Branly, au musée Jacques Chirac, ici dialogue les cultures, notion moderne, notion contemporaine. Mais tant que l'Europe était porteuse des valeurs universelles, ou de l'univers des cultures, elle ne songeait pas à dialoguer. Donc c'est parce que nous avons perdu notre puissance que nous commençons à dialoguer. D'autre part, dialogue est aussi suspect parce que dialogue, c'est un peu le terme mou. Par rapport au clash des cultures, il y aurait donc cette sorte d'autres possibilités qui nous feraient oublier ce que sont les cultures, qui sont en rapport de force. Les cultures sont des rapports de force comme tout le réel, n'est-ce pas ? Et les cultures qui prévalent en enfouissent d'autres sous elles. Et ça, on le voit constamment dans l'histoire des cultures. Donc, dialogue, comment lui donner un sens fort en le retirant de cette idéologie molle dans laquelle trop souvent il traîne. Je dirais dialogue pour moi s'entend justement ainsi.
dia et logos, dans son sens grec. Or, que signifie dia en grec? L'écart. L'écart, dia, n'est-ce pas? Et les Grecs savaient bien qu'un dialogue est d'autant plus riche qu'il y a d'écart en jeu. Prenez les grands dialogues de Platon, Socrate avec Calliclès ou Socrate avec Gorgias, c'est parce qu'il y a de l'écart. Et plus il y a d'écart, plus le dialogue est riche. Sinon, c'est de la tautologie, du monologue. Enfin, on dit la même chose, on retombe dans l'idem. Donc, dia de l'écart et aussi du cheminement. Les deux sens de dia en grec. Vous entendiez dans dialectique. Cheminement. Un dialogue, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas instantané. Ce n'est pas une idée comme ça qui me tombe. Non, un dialogue, c'est un cheminement, ça prend du temps, c'est un déroulement. C'est patient, un dialogue. Parce qu'il faut que les deux positions dialogantes s'ouvrent l'une à l'autre, n'est-ce pas? Et ça va apparaître de l'antre dialoguant entre les positions écartées l'une de l'autre. Et que cet antre tensionnel puisse laisser passer ce qui va être donc le débordement des deux positions de part et d'autre. Donc, dia de l'écart, dia du cheminement, et puis logos. Logos de l'intelligible. Dans ce logos qui réveille l'idée d'universel, tel que je l'évoquais, d'un universel non pas satisfait, puis d'un universel en chantier, non satisfait, exploratoire, régulateur au sens kantien. Donc, le logos de l'intelligible. Et ce que je pose comme commun ultime de l'humanité, c'est le commun de l'intelligence. C'est que bien sûr, nous ne comprenons pas tout. Nous n'avons qu'un aperçu très réduit des autres cultures, et même de la nôtre, si on peut dire notre culture, terme déjà suspect. Mais il y a un commun de l'humain, qui n'est pas un commun de la nature humaine, qui serait un commun idéologique, mais un commun de l'intelligible. Ce qui fait l'homme, c'est qu'il y a une capacité qui est l'intelligence, qui n'est pas une capacité arrêtée, finie, achevée, totale, celle de l'universalisme, mais qui est une capacité en chantier. Et plus mon intelligence traverse d'intelligibilités diverses, plus elle se déploie. Plus se déploie ce logos de l'intelligible. Donc je crois que c'est la vocation aujourd'hui pour nous. Si on ressuscite ce terme de dialogue des cultures en lui donnant du sens face au fameux clash des cultures, c'est donner tout un champ, tout ton poids à ce dia de l'écart et du cheminement, donc de la patience, et à ce logos posant un horizon ultime jamais satisfait d'universel, maintenant le commun ouvert, celui du dialogue. Je vous remercie de votre attention.